Bonjour Jean-Yves Chapuis, vous êtes chargé des formes urbaines à Rennes Métropole et vous venez de publier un livre, des entretiens avec Jean Viard, qui s'intitule Rennes, la ville archipel. Déjà, qu'est-ce que recouvre ce nom, enfin ce mot de ville archipel? Alors ce mot de ville archipel, c'est en fait Philippe Tourtellier qui l'a trouvé pour exprimer ce qu'était devenue la ville. La ville, elle est sortie de ses remparts, Rennes, avec la rocade. Elle est à l'extérieur, sur les communes aussi. Et plutôt que de dire la ville-territoire, eh bien, il a trouvé que le mot ville-archipel était intéressant parce qu'il y a les coupures entre les communes et la ville-centre. Il y a des morceaux de ville dans un territoire où il y a de la nature, l'agriculture périurbaine et de la campagne. Et vous dites justement qu'il n'y a pas de différence entre la ville et la campagne maintenant. Oui, aujourd'hui, en fait, la ville, elle n'a plus de limites précises. La ville, c'est non seulement des lieux, mais des flux, et donc du lien. Et on est dans la mobilité. La ville, elle est mobile. Et les gens sont de plus en plus mobiles. Et donc, dans ce territoire-là, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas de limite de la ville. On peut même dire, si on réfléchit un petit peu, que de Dinard, Saint-Malo, Rennes, Notre-Dame-des-Landes, Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, on est dans une espèce de conurbation urbaine du ville archipel qui alterne campagne et urbain. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le débat de la ville, il est aussi le débat de l'agriculture périurbaine, de la campagne, de la nature. Il n'y a plus de dichotomie. Cette ville, malgré tout, elle est ceinturée par la rocade et il y a une obligation, en quelque sorte, de la densifier, comme toutes les villes d'ailleurs. On évite l'étalement, par mesure écologique déjà. Et donc, comment on fait pour densifier la ville? Alors en fait, moi je n'emploie pas la ville dense ou la ville durable ou l'étalement urbain. Ce sont des termes que nos concitoyens ne comprennent pas. En fait, la ville, elle est multiple. On peut habiter dans le centre historique, on peut habiter dans le péricentre, c'est-à-dire les bords de Vilaine, on peut habiter dans des quartiers périphériques tels que Clenay, Villejean, Maurepas, on peut habiter en dehors dans des communes, on peut même habiter en deuxième couronne, comme on dit, dans des communes qui sont encore plus rurales. On est urbain partout. Qu'est-ce qui est important? C'est de permettre à chacun de choisir l'endroit où il a envie d'habiter en fonction de ses désirs, mais de ses contraintes. Ça veut quoi dire? Je prends quelqu'un qui travaille dans un bureau de tabac dans le centre de Rennes, il doit arriver tôt le matin pour préparer ses journaux, il ne faut pas qu'il habite à 40 km. Parce qu'il faut qu'il arrive en transport en commun. Il ne faut pas qu'il ait une voiture à mettre dans un parking. Par contre, quelqu'un qui est professeur d'université, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais il ne vient pas tous les jours à l'université à 6h30 le matin. Il travaille chez lui, il prépare des conférences, des livres, il lit des thèses. Il vient 2 fois par semaine. Il peut habiter, lui, à 40 km et venir en voiture. Donc, si vous voulez, la réalité, c'est que la ville, elle est multiple. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer autour de la rocade? C'est qu'on va, ce qu'on appelle, arriver à des rocades apaisées. C'est-à-dire qu'on va baisser la vitesse sur les rocades. On va avoir un jour des couloirs bus. Et donc, la rocade va devenir, si vous voulez, un boulevard urbain. Et puis, dans les grands axes, qui sont les autoroutes, etc., les voitures vont être téléguidées. On vient d'en parler récemment. Simplement, ces voitures téléguidées, elles ont encore l'image d'une voiture classique. Ça n'a pas de sens de mettre un volant, de se mettre les uns derrière les autres. Demain, ça deviendra un salon. C'est-à-dire que la voiture, elle va changer. Elle n'aura rien à voir avec la voiture d'aujourd'hui. C'est ça qui est difficile. Et puis, le jour où on peut stocker l'énergie douce, eh bien, son logement, il produira son énergie et il la produira pour sa voiture aussi. Donc, il faut faire très attention de ne pas parler nécessairement de la ville dense. La ville, elle est multiple. Il y a aussi des formes de densité, mais il y a aussi autre chose. Mais ce qui va bouger avec la transition énergétique, c'est que l'on va être de plus en plus autonome. Et si vous rajoutez à ça tout ce qu'il y a dans le numérique, eh bien, pardon, le covoiturage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, la voiture devient un outil collectif, devient un élément collectif, alors qu'elle était jusqu'à maintenant individuelle. De la même façon que les nouvelles générations n'achètent pas de voitures. Ceux qui achètent des voitures, la moyenne d'âge est 56 ans. Et la moitié des voitures neuves sont achetées par des retraités. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, ils louent, c'est un service la voiture. Donc tout ça, ça va changer énormément les choses. C'est pour ça que moi je ne parle jamais de la ville dense, je parle de la ville multiple. Et vous parlez aussi d'intensité de la ville, c'est oui, ce que ça recouvre. Parce que le mot densité est un mot qui est quantitatif. C'est comme de dire la décroissance, c'est comme la croissance, c'est quantitatif. L'intensité, c'est de dire, quand j'ai mon habitat, j'ai autour de moi un certain nombre de services. Et c'est là que je retrouve le terme de la densité, mais d'une façon positive, en disant, par exemple, je suis une personne âgée,
Souvent, c'est les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. J'étais dans une maison, dans un lotissement. Mon mari est décédé, mes enfants sont partis. Souvent, les personnes nous disent « j'en ai assez du jardin de 600 mètres carrés ». Mais je suis habitué dans ma commune. Donc je reviens en centre de la commune, en centre-bourg, et là j'ai une intensité urbaine parce que j'ai tous les services autour de moi. Et comme je suis seul, et bien quand je sors dans la rue, je rencontre des gens que je connais. Je peux accompagner des jeunes mères qui amènent leurs enfants à l'école. Je peux peut-être, d'ailleurs demain, je suis dans un petit immeuble collectif ou dans un intermédiaire, et bien je peux amener l'enfant qui est en bas avec ses parents à l'école parce que les parents sont pris. C'est-à-dire que je me réinsère dans une vie sociale que j'avais quittée parce que j'étais venu dans un lotissement avec mon mari, jeune femme, des jeunes enfants. On formait une cellule et on avait une existence, etc. Il y a une autre manière de vivre. Donc c'est ça l'intensité urbaine. Alors, vous parlez aussi de la réintroduction de la nature dans la ville. Comment on peut réintroduire la nature dans une ville densifiée? Alors, on a des exemples très très précis. Quand on voit le mail François Mitterrand, en fait, c'était devenu un parking de voitures. Et quand on a lancé le programme pour refaire de la nature sur ce mail François Mitterrand, on a repris l'historique. Et autrefois, c'était un mail où il y avait des banquets, où il y avait des arbres, il y avait une promenade. En fait, c'est la promenade. On sortait de la ville avec ses remparts, rue de la Monnaie, où il y a le siège de l'armée, et les gens se baladaient, se promenaient jusqu'à l'intersection entre la Vilaine et Lille. Eh bien, on va retrouver cette promenade-là. Le petit parking qu'il y avait place de Bretagne est devenu un espace vert. Alors, le thème de la nature dans la ville, ça correspond à deux choses. Philosophiquement, d'abord, on est dans une culture judéo-chrétienne. Donc, autrefois, quand la religion catholique marquait beaucoup la société, en fait, on était heureux le jour où on était dans la vie éternelle. Et donc, on trimait sur terre, mais c'était pour gagner le ciel. Aujourd'hui, on veut être heureux sur terre, ce qui est quand même pas mal, même si je pense qu'on peut croire à l'éternité, c'est pas non plus mal. Et donc, on veut avoir un peu le paradis sur terre. Or, le paradis, eh bien, c'est Adam et Ève, c'est les arbres, c'est la végétation, tout ça. Donc, on retrouve ce bonheur terrestre. Et puis, la deuxième chose, au niveau sociologique, anthropologique, c'est qu'on a de plus en plus de temps libre. L'allongement de la durée de vie fait que, grosso modo, comme dit Jean Viard, la moitié des 700 000 heures que nous vivons, c'est du temps libre privatisé. Alors, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de temps parce qu'on a plein de sollicitations. Or, ce temps-là demande une qualité urbaine importante, une ambiance urbaine importante. Et donc, ce paradis perdu, eh bien, on veut le retrouver. Pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on commence à mettre des arbres fruitiers dans les espaces publics. Or, il fut, jusqu'à il y a 15-20 ans, c'était impossible parce que les gens allaient voler des fruits. C'est le fruit défendu, vous voyez. Donc, c'est de retrouver quelque chose qui soit sensible, qui soit ludique. Et en fait, l'aménagement de la ville aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus dans le soft et pas uniquement dans le hard. D'accord. Vous voudriez vous faites entrer la notion de vacances. Vous voudriez qu'on se sente en vacances en ville. Oui, parce que comme on a un temps libre privatisé important, eh bien, quand on a un peu de temps libre, pourquoi être obligé de prendre sa voiture et d'aller faire 50, 60, 80, 100 km? Si vous avez un bel aménagement, par exemple, on travaille sur le dossier Vilaine-Aval. Donc, si on arrive à bien aménager cette Vilaine-Aval, où il y a donc de l'eau, il y a des étangs, tout ça, eh bien, on a 2-3 heures de libre, on va sur les étangs, on prend un café, on va sur une terrasse, etc. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans la qualité pour les touristes, on le fait aussi pour les Rennais et l'agglomération. Et on peut être touriste aussi dans sa ville à des moments donnés. Très bien. Alors, vous parlez de mixité sociale, en particulier de mixité intergénérationnelle. Et en même temps, vous n'avez rien contre une sorte de communautarisme urbain, une sorte d'entre-soi, parce que vous dites que de toute manière, les gens cherchent à être entre soi, entre gens qui se ressemblent. Et vous prenez par exemple la place du Palais, et vous dites que si là, il y avait une mixité sociale, il y a des gens qui ne s'y retrouveraient pas. C'est impossible de créer ça, comment dire, artificiellement. Donc, je pense que vous êtes d'une certaine manière pour la mixité sociale et en même temps vous êtes pour une forme de communautarisme. Oui, alors souvent ce n'est pas toujours facile à comprendre, surtout à l'heure actuelle où le communautarisme est assez mal vu. En fait, ce que je dis, c'est que la ville a toujours été ségrégée. Et que si vous prenez le film Le 6e étage, ou dans les quartiers haussmanniens, la bonne espagnole habitait tout en haut et le bourgeois au premier, et que vous auriez dit à cette bonne espagnole qu'elle était dans la mixité sociale spatiale,
je pense qu'elle vous aurait foutu un coup de poing dans la figure. Parce qu'elle était là, parce qu'elle travaillait tous les jours chez le bourgeois, elle n'avait qu'une heure le dimanche pour aller à la messe. Ou si vous prenez la place des Vosges sous l'Ancien Régime, les serviteurs qui vivaient automatiquement avec les nobles parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, je ne suis pas persuadé que c'était... Ce que je dis, c'est encore une fois, c'est de permettre à chacun de choisir l'endroit où il a envie d'habiter. Mais ça veut dire aussi une certaine mixité. Parce que quand je prenais l'exemple des jeunes qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, prenez à Paris par exemple, c'est un exemple extraordinaire, tous ces gens-là qui travaillent tard, ils sont obligés de prendre le métro 1h30 après. Eux devraient habiter dans Paris, Simplement, vous ne pouvez habiter dans Paris que si vous êtes dans des quartiers où vous avez des commerces qui vous permettent de vivre. Quand on fait du logement social près de la Comédie Française ou près de l'Opéra, vous ne mettrez pas des populations sociales, parce que tout ce qu'il y a autour est impossible dans leur vie quotidienne. Donc je dis, moi je préfère qu'on laisse les gens aussi choisir un peu les endroits où on a envie d'habiter. D'ailleurs, les couches moyennes supérieures, elles choisissent très très bien leur quartier. Elles sont dans un communautarisme. Alors, je prends l'exemple de Paris parce qu'il est plus frappant, mais à l'ouest de Paris, croyez-moi, les gens sont d'un communautarisme absolu. Or, le communautarisme, on pense toujours lié à la religion. Et souvent, d'ailleurs, aux musulmans ou à d'autres religions et à d'autres cultures très fortes. Mais je m'excuse, il faut laisser le choix des gens. D'ailleurs, très souvent, quand je discute avec des personnes, par exemple, qui travaillent à Rennes Métropole, et quand elles me disent, on a quitté Rennes, on est allé dans une commune. Je dis, comment vous avez choisi votre commune? Elles ne disent pas, on a choisi notre commune parce qu'il y avait le bus, pas du tout, parce qu'il y avait des transports en commun. C'est pas ça qu'elles disent. Elles disent parce qu'on a des amis, on a de la famille, tout ça, etc. Donc, qu'on ait envie de retrouver des gens qui fonctionnent comme soi, tant mieux. Et la ville, c'est aussi ça. Mais en même temps, la mobilité, les transports en commun permettent d'avoir un accès de tout le monde au centre-ville. La critique du métro à Rennes, ce n'était pas le problème de l'argent, puisqu'il a été remboursé la première ligne en 7-8 ans, je crois. C'est qu'en fait, on allait avoir les quartiers de Rennes-le-Blône et de Villejean qui allaient venir en centre-ville. Donc pour moi, la politique de l'habitat, elle permet un choix, mais laissons les gens aussi désirer leur choix. Et par contre, il faut qu'on puisse être mobile et que les gens qui habitent à Rennes-le-Blône et à Villejean, entre autres pour des femmes qui cherchent de l'emploi, femmes de ménage, tout ça, puissent accéder facilement au quartier où on demande ces personnes-là. Donc laissons de la liberté, parce que sinon on est beaucoup dans l'idéologie de la mixité sociale spatiale dont on se gausse et dans lesquelles les gens qui en parlent, tous les fonctionnaires, tous les élus, tous les services ne vivent pas dans ces quartiers-là. Donc je dis, soyons plus humbles. Alors, dans votre travail d'urbanisme, comment vous pensez qu'il faut reconsidérer la fonction d'urbaniste de plusieurs manières. Par exemple, vous prônez les discussions horizontales plutôt que les discussions verticales. On était avant dans une discussion verticale, c'est-à-dire qu'on décidait d'en haut, et maintenant vous êtes pour deux formes d'horizontalité, c'est-à-dire d'autres spécialistes que les urbanistes, et en même temps l'avis des citoyens aussi. C'est-à-dire que l'urbanisme n'est pas une science. L'urbanisme, c'est un assemblage de connaissances. Et au départ, on est ou architecte urbaniste, ou sociologue urbaniste, qui est mon cas, ou anthropologue urbaniste, ou économiste urbaniste. Donc, on rajoute au mot urbaniste une autre compétence. Et simplement, aujourd'hui, bien souvent pour nos concitoyens, l'urbaniste, c'est un architecte. Or, parce qu'il donne une image. Donc, à un moment donné, c'est vrai que l'image, elle s'impose. Et je dis, avant d'avoir une image, il faut avoir un certain nombre d'échanges de connaissances. Et c'est là que les sciences sociales sont très importantes, parce qu'elles nous aident à comprendre les modes de vie. Or, la ville n'est pas un débat technique. Après, il y a des considérations techniques. Bien sûr, quand on construit un bâtiment, il faut mieux qu'il tienne. Quand on fait des routes, des infrastructures, il faut mieux avoir des ingénieurs. Quand on fait le métro, des ingénieurs. Mais avant, pourquoi on fait un métro? Pourquoi on fait des logements comme ça? Comment est-ce qu'on conçoit les logements? Et donc, il y a tout à travailler avec les sciences sociales et aujourd'hui, les sciences de la vie, liées au développement durable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire des choses sans oublier qu'il y a un socle qui est la nature. Donc, le paysage est important, il se construit aussi. Donc, c'est d'avoir cette capacité à emmagasiner un petit peu tout ça. Donc, je pense que le métier d'urbaniste, il change en fait. Dans la maîtrise d'ouvrage, dans ceux qui donnent des ordres, qui vont financer une opération, il faut qu'ils fassent de la stratégie avant. C'est-à-dire que le projet n'est qu'une conséquence d'une analyse. Et là-dessus, les nouvelles technologies de l'information doivent nous permettre d'échanger avec les concitoyens. Mais quand je dis échanger, ce n'est pas de dire j'écoute les gens uniquement,
C'est-à-dire, on pose des questions. Moi, j'ai jamais vu en 25 ans d'élu, les gens nous demander des logements sociaux. Mais ils viennent vous voir après en disant, pour ma fille, pour mon beau-fils, pour ma grand-mère, je sais pas quoi. Donc, c'est de leur dire, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? On va définir ça. Comment est-ce qu'on a besoin de tout le monde? Parce que, à la limite, plus on est riche, plus on a besoin des autres. Donc, comment est-ce que l'on fait que les gens aient des conditions de travail qui soient normales? Par exemple, un exemple très très concret. Quand le maire de Rennes, Edmond Hervé, a décidé que les bureaux étaient nettoyés dans la journée, pourquoi il a fait ça? Parce qu'on demandait à des femmes qui sont souvent d'origine maghrébine ou de couleur, qui ont des enfants, de nettoyer les bureaux le soir et le matin, alors qu'elles devraient être avec leurs enfants et que leur demande d'éduquer leurs enfants et de travailler. Ça, c'est une décision de ce que j'appelle les nouveaux urbanistes, c'est-à-dire que dans la conception de la ville, dans le fonctionnement de la ville, eh bien, on dit il y a des choses, des métiers qui doivent se faire dans tel moment pour que à la fois la vie sociale et la vie du travail aillent ensemble. Et vous dites aussi une notion qui me paraît assez intéressante et nouvelle, c'est qu'il faut admettre une part d'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut programmer l'avenir, mais avec des variantes possibles dans le futur. Et bien sûr, quand on va Via Silva, donc au nord-est de Rennes, cette opération qui va faire à terme 40 000 habitants et 20 000 emplois, qui va durer au moins 40 ans, sinon 50 ans. Vous imaginez qu'on aurait quand même une prétention absolue aujourd'hui de dire voici comment est-ce qu'on va vivre. Donc, il faut être capable, et c'est ça qui est difficile, mais ça qui est passionnant, c'est comment est-ce que je gère l'aléatoire, l'incertitude. D'autant plus que, comme dit Edgar Morin, dans un monde complexe où l'incertitude est dans la connaissance comme dans l'action, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Quand tout à l'heure je disais, le jour où on arrive à stocker l'énergie douce, on ne parle plus de ville dense. C'est pour ça que je me méfie toujours d'un certain nombre de termes comme ça, un peu faciles. Et accepter de vivre avec l'incertitude, c'est aussi accepter d'innover. Ceux qui ont des prétentions de dire la ville elle sera comme ça, eh ben, je pense qu'ils se trompent. Et l'intérêt de travailler sur les modes de vie, c'est que vous sentez un peu toutes les évolutions. Eh bien, aujourd'hui, 2/3 des ménages, c'est 1 ou 2 personnes. Ça ne veut pas dire que la famille est moins importante, mais quand il y a l'allongement de la durée de vie, qu'on peut changer de famille, il y a moins de stabilité, mais la famille reste toujours très importante, mais elle change, elle n'est plus la même. Tout à fait. Alors, vous dites qu'il faut être humble, il faut écouter les citoyens, il faut faire intervenir plusieurs corporations pour décider, mais en même temps, vous dites qu'il faut une certaine autorité du politique. Le politique doit imposer quelque chose aussi. Et oui, parce que plus on est dans la démarche horizontale, plus donc on intègre des quantités de paramètres qu'on n'en faisait pas autrefois. Il faut quand même décider, parce qu'on est des responsables publics. Donc, je me méfie quelquefois de personnes, de responsables qui disent « Ah oui, oui, je vais écouter, puis à un moment donné, ils écoutent, puis après, il n'y a plus rien. » On est élus, on est en démocratie, les gens peuvent changer d'équipe. Donc, on a quand même un programme, on a quand même des objectifs, on a quand même des choses sur lesquelles on ne cède pas. Et les gens, ils votent là-dessus. Et puis après, eh bien, on adapte les choses. Mais ce n'est pas la même autorité que l'autoritarisme qu'il y avait avant, où c'était la dimension technique qui décidait. Là, on met l'humain au centre, mais après, on fait des choix. Et puis, la démocratie est là pour, ma foi, si les gens ne sont pas d'accord, eh ben, ils changent d'équipe. Tout à fait. Alors donc, on perçoit bien donc, qu'il peut y avoir une volonté, on imagine comment vous créez des projets, mais vous dites qu'en plus, il faut inventer un récit. Alors, ce serait le propre du politique d'inventer un récit. Qu'est-ce que ça recouvre et quel récit? Alors, pourquoi je dis que c'est important d'inventer un récit? C'est parce que trop souvent, on réduit aussi les projets urbains à une programmation de logement, d'équipement, de mètres carrés, d'argent qu'on met, etc. Ça, c'est la conséquence de choix. Mais c'est quoi la vision de la ville? Et quand je travaillais moi avec des élus, je leur dis, mais c'est quoi votre ville? Comment vous l'exprimez un peu? Nous, on a trouvé le mot de la ville archipel. On s'est dit, tiens, ça donne une configuration, on garde de la campagne, de la nature, où on n'a pas le phénomène de banlieue, où on retrouve l'identité des communes, mais on est quand même dans un cadre plus général, mais on densifie les centres-bourgs, on les intensifie pour avoir les services de proximité et relier après au transport en commun. C'est-à-dire que quand on dit ça, on dessine en fait une vision de la ville. Et si on ne donne pas cette vision-là, eh bien après les contraintes des politiques urbaines, elles peuvent être extrêmement désagréables. Le fait de dire on a un programme local agricole, le PLA, le fait de dire on investit là-dedans, c'est parce qu'on s'est donné une vision de la ville en disant
il faut que ce soit agréable, il faut qu'on puisse se déplacer, là, je dis, être en vacances dans sa ville, donc de ne pas avoir donc, tous ces turbins qui ne s'arrêtent jamais, que l'on crée donc, cette ambiance. Donc à partir de là, les gens, ils voient ce que c'est, quoi. Et à partir de là, on peut avoir des photos, des ambiances, tout ça, etc. Le sensible, c'est faire ressortir le sensible. Et le récit politique n'est pas que le récit des politiques. C'est ce qui fait que entre les élus et l'opinion et les citoyens, il y a quelque chose qui se passe, mais qui est de l'ordre d'une vision d'ensemble, qui est bien que quand un citoyen il parle de sa ville, et c'est ce qui se passe quand même beaucoup sur Rennes. Pourquoi la ville de Rennes est souvent très connue à l'extérieur? C'est parce qu'il y a une certaine liberté de parole. Il y a aussi entre les élus et les services beaucoup de liberté, ce que je n'ai pas trouvé dans beaucoup de villes où je travaille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une expression, quoi. Et donc cette expression-là, elle peut prendre un film, ça peut être des phrases, ça peut être un roman, ça peut être des quantités de choses, on a plein de moyens aujourd'hui, mais ayons une vision avant de mettre en place des politiques publiques précises, quantifiées, et qui sont toujours que le résultat d'une image que l'on a de sa ville et je dirais, de la relation charnelle avec sa ville. C'est ça un peu la vision. C'est quelle relation charnelle? La ville, un peu, c'est un grand poète turc qui disait on a deux souvenirs dans sa vie, un souvenir de sa mère et de sa ville. Et comme par hasard, mère et ville, ça veut dire la sensualité, c'est la femme, c'est tout ce qui est féminin, quoi. Et il y a toujours un maire dans la ville. Et il y a toujours un maire dans la ville, qui peut devenir une mère. Alors, pour revenir à Rennes, ne trouvez-vous pas, enfin je pense que c'est un phénomène assez constant dans les villes, que le centre est devenu un centre d'attraction, et il y a de moins en moins de zones commerciales, même de vie dans le centre-ville, et que tous les commerces sont excentrés, et qu'on recrée même de la vie dans les grandes surfaces. Alors, il est certain que les grandes surfaces sont en train de muter complètement, hein. Au départ, c'était des caisses, disons, pour des boîtes finalement de commerce. Et on y retrouve d'ailleurs la qualité des centres historiques, c'est-à-dire on refait de l'aménagement, on met de la nature, on met de la lumière, tout ça, etc. Donc ça veut dire que là, il y a une mutation qui est faite, que je trouve très bien, moi. Ça va m'aller plus loin, je pense que sur les centres commerciaux, demain, il y aura des logements. Hein, parce qu'il faudra aussi densifier d'une certaine façon, et là, on aura toute l'intensité urbaine. Les centres historiques, là, je pense que la force de Rennes, c'est que quand Edmond Hervé a décidé de faire le Columbia, c'était de renforcer le centre, et avec le nord, l'autre centre près de l'enseigne à la Visitation, c'était donc de renforcer le centre, et demain, le palais des Congrès aussi. Alors, il y a une mutation des commerces dans beaucoup de commerces. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le centre? Il y a les cafés, les restaurants, les fringues, hein, les vêtements, et puis tout ce qui est un peu nouvelle technologie, tout ça, etc. Il y a beaucoup moins d'alimentaire, par exemple. Mais je rappelle quand même que quand il y avait un alimentaire aux Dames de France à l'époque, et quand ça fermait, et les gens ont réagi. À l'époque, j'étais adjoint à l'urbanisme, je m'occupais du centre-ville. Et je suis allé interroger la responsable. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fermé? J'ai une réaction des concitoyens de Rennes, centre. Elle me dit, mais monsieur Chapuis, les gens ne faisaient leurs courses que quand il leur manquait quelque chose. Donc, dans la mobilité, les gens, ils font leurs courses à l'extérieur. En fait, les centres historiques sont devenus des endroits d'ambiance urbaine. Alors, quelquefois, trop d'ambiance urbaine en disant, il n'y a plus que des jeunes. Mais si on accepte que 2/3 des ménages, c'est 1 ou 2 personnes, eh bien, quand vous êtes jeune, vous avez envie d'habiter le centre. Et puis, le jour où vous avez une famille, vous n'habiterez rarement le centre, sauf dans des conditions exceptionnelles. Mais c'est comme ça, c'est l'évolution de la société. C'est pas la peine non plus, quelquefois, de rêver de choses qui n'existent plus. Et puis, par contre, toutes les grandes chaînes commerciales ont des petits magasins. Il y a des quantités de marques qui ont des petits magasins qui se terminent à 9h30, 10h le soir, qui sont ouverts le dimanche matin. Donc les gens, ils font leurs courses dans ces magasins-là. Et comme souvent, ce sont des cadres ou des gens qui terminent un peu tard, vous avez un autre mode de vie qui a complètement changé, quoi, si vous voulez. Et les commerces, en fait, ils expriment ces évolutions-là. Si ces commerces-là, ils marchent, c'est bien que ça correspond à une demande. Alors, quand les gens nous disent, oui, mais j'ai pas tel commerce, enfin oui, mais sans doute que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc moi, je ne porte pas de jugement. Aujourd'hui, on ne fait que de dire la rue de la Soif, des choses comme ça. Mais arrêtons de dire ça. Dans toutes les villes, vous avez des rues le soir qui sont pleines de monde, hein, soit Bordeaux, Lyon, Nantes, etc. Simplement, nous, on a un centre qui est un peu
comment ça s'appelle, petit et qui est très dense, quoi. Hein, si vous allez à Nantes, l'île de Nantes, bah, tous les cafés, ça gêne personne parce qu'il n'y a rien au-dessus. Mais on n'a pas, nous, on n'a pas eu 350 hectares en plein centre-ville à réaménager. Oui, effectivement, la ville de Rennes est très concentrée sur son centre. Et en plus, avec la première ligne de métro et avec la deuxième ligne de métro, vous avez reconcentré le centre. D'autant plus qu'il était axé, comme vous disiez, entre le Colombier et la Visitation. On a vraiment un axe central. Et ça se voit en particulier le samedi après-midi quand on voit les gens descendre. Et donc, comment faire pour faire diversion à ce... Alors, je pense que l'opération Euro-Rennes va déjà élargir le centre vers le sud, parce qu'il faut reconnaître. Maintenant, l'avenue Janvier est devenue aussi une avenue où on va dîner. Mais il y a 15-20 ans, il n'y avait pas vraiment de restaurant dans ce secteur-là. Donc déjà, là, ça bouge, donc jusqu'à Euro-Rennes. L'idée aussi, c'est que sur l'axe est-ouest, c'est d'ouvrir beaucoup plus. Et je pense que ce qui va se faire au bord de Vilaine, continuer et après la voie de chemin de fer, eh bien, ça doit pouvoir, sur la partie Vilaine-Aval, élargir. Et je pense qu'il y a l'idée de faire un restaurant sur l'eau. Il ne faut pas le faire près de la place de Bretagne. Il faut le faire au contraire dans la partie Vilaine-Aval où on est à 1 km du centre, mais on a l'impression qu'on est en dehors de tout. À Bordeaux, je pense à ça, il y a un très beau restaurant au bord de l'eau qui est après le pont de Pierre, mais tout le monde y va. Donc il faut qu'on élargisse est-ouest. Nord-sud, ça va donc se faire, le centre. C'est, à mon avis, l'un des engagements importants pour les années à venir sur le plan de l'urbanisme à Rennes. Alors, est-ce que vous avez sûrement une idée sur la question. La ville de Rennes va changer presque de nature avec Euro-Rennes, avec le nouveau palais des congrès, avec Paris à 1h30, avec Notre-Dame-des-Landes, avec le fait aussi que vous vouliez qu'il y ait une sorte de conurbation qui va de Saint-Malo à Nantes. Est-ce que la ville de Rennes ne va pas perdre en quelque sorte sa dimension humaine? Non, parce que dans cet ensemble urbain qui va donc de Dinard-Saint-Malo, Rennes, Notre-Dame-des-Landes, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes, en fait, c'est comme une ville archipel. Chacun garde son identité. Il faut que la mobilité soit beaucoup mieux organisée, c'est-à-dire qu'entre Nantes et Rennes, en train, on aille beaucoup plus vite. Et au contraire, les gens, ils font des choix de vie en fonction de leurs souhaits, de leur âge, de leur situation familiale. L'intérêt, c'est qu'au contraire, avoir ces différentes entités, mais qui sont quand même reliées entre elles, est un atout. Et comme demain, de plus en plus, les entreprises iront là où les gens veulent vivre, l'Ouest a une image phénoménale. Moi qui travaille sur Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Metz, Amiens, je peux vous dire que dès qu'on parle de l'Ouest, mais les gens, ils rêvent que de ça. Alors que très franchement, une ville comme Metz, c'est une très belle ville, mais elle n'est pas dans l'imaginaire des gens. Et puis le fait d'être à 1h30, c'est Pierre Bels qui dit, il y a une grande ville en France qui fait 20 millions d'habitants. Il prend Tokyo qui fait 20 millions et on met 2 heures pour aller de bout à bout. C'est toutes les villes qui sont reliées par le TGV. Et aujourd'hui, eh bien, le fait d'être dans Euro-Rennes, d'être relié à 1h37, c'est important. Mais Euro-Rennes, ce n'est pas que la ligne à grande vitesse. On fait Euro-Rennes aussi parce qu'il y a le TER qui augmente beaucoup. Et on passe de 60 000 personnes jour à 120 000, mais les 3/4, c'est les TER. Donc c'est aussi le positionnement d'une capitale qui est importante pour une région. Et je peux vous dire que les régions qui n'ont pas de capitale, telles que la Picardie, avec Amiens, elles n'existent pas. Et c'est ça souvent que les Bretons ont du mal à comprendre, c'est que la Bretagne existe parce qu'il y a aussi la capitale Rennes. D'accord, c'était un peu la question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai qu'il y a eu le titre d'un mensuel de Rennes sur Rennes, banlieue de Paris. Effectivement, banlieue de Paris est un peu tournée dos à la Bretagne. Et ça, c'est pas une crainte pour vous, au contraire. Pas du tout, pas du tout. Je prends une ville qui est plus proche de Paris, Le Mans. Eh bien, Le Mans a su très habilement se servir des 55 minutes de Paris pour développer toute une politique urbaine de réhabilitation, une politique d'espace public, de transport en commun, universitaire aussi, etc., sans problème. Au contraire, ça joue dans les deux sens. C'est qu'à la fois, c'est la même chose. Quand vous avez plusieurs possibilités, eh bien, vous faites des choix. Mais vous pouvez dire, tiens, je vais plutôt aller là. Si vous travaillez près de Montparnasse à Paris, et que vous pouvez avoir un logement agréable au Mans ou à Rennes, il n'y a pas de souci, et votre vie sociale. En plus, la vie, elle va changer. Là aussi, il faut intégrer ça, c'est que demain, une partie de son travail, on le fera chez soi.
Et ce ne sera pas le vendredi nécessairement, ça sera dans la semaine. C'est comme ça. La structuration de l'entreprise va énormément changer. C'est pour ça que le cadre de vie est très important. Et si en plus vous êtes bien relié à la capitale monde, à la ville monde, parce que quand on vient de Shanghai, de New York ou de je ne sais pas d'où, la France c'est Paris. Et Paris, eh ben, c'est ces 20 millions-là autour. Donc je pense qu'il faut voir cette vision-là, quoi. Et ne pas dire parce que je réduis la distance, etc. Je ne pense pas. Il m'a semblé que vous n'étiez pas tout à fait pour la... Enfin, c'est un domaine plus général, que vous n'étiez pas vraiment pour la décroissance et que vous pensez que le progrès va résoudre les choses. Ça, c'est une thèse plutôt libérale. Non, je pense que le progrès, ce qui me gêne dans la décroissance, c'est de dire on va faire un retour en arrière. Et la décroissance, c'est comme la croissance, ça c'est totalement libéral pour moi, ça reste quantitatif. Je dis le progrès doit continuer à exister. Simplement, ce progrès, il ne faut pas qu'il oublie le socle qu'est la nature. Jusqu'à maintenant, tout ce que l'homme crée, la culture au sens général, donc la technique, tout, c'était la nature peut supporter. Aujourd'hui, c'est ça que le développement durable apprend. Elle ne peut pas tout supporter, mais il faut continuer à chercher. Je prends l'exemple de la médecine, quand même. Si on fait des expériences sur des animaux, il faut mieux les traiter, on est bien d'accord. Mais c'est quand même important, sinon la pénicilline, on n'aurait pas trouvé. Enfin, il faut arrêter d'avoir ces discours-là. De la même façon que, je pense, il y a le respect de tous les êtres vivants qu'il faut mieux avoir. Je pense que dans les abattoirs, il faut quand même avoir, et il y a quand même énormément d'efforts qui ont été faits aujourd'hui, dans le respect, etc., quand on donne la mort. Mais c'est très important de continuer à progresser. Et quand je disais tout à l'heure, il y a des laboratoires qui cherchent donc, pour stocker l'énergie douce, c'est quand même pareil, très important. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'énergie douce, c'est qu'on ne la stocke pas. Donc dans un pays tempéré comme nous, je crois, on a 1000 heures sur les 8000 heures de soleil par an. Donc ce n'est pas suffisant. Donc si on veut faire la transition énergétique, il faut pouvoir continuer à faire du progrès. Mais c'est un progrès qui tient compte d'un socle qui est la Terre dans laquelle on est. Ça, c'est la différence. Mais surtout, ne pas arrêter. Et puis, si vous dites aux gens de l'Afrique du Nord ou à des jeunes en France qui gagnent 600 € qu'il faut être en décroissance, là aussi, ils vous mettront un coup de poing dans la figure, parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont tout. On peut imaginer aussi la notion de solidarité. Oui, ben, c'est là aussi, c'est que, moi je pense que la vraie question aujourd'hui, et de la vision urbaine, c'est de dire, c'est quoi faire société aujourd'hui ? Parce qu'on peut avoir plein de discours égalitaristes, tout ça, c'est bien sympathique, tout ça, hein, mais personne n'y croit dans la pratique. C'est quoi faire société ? C'est-à-dire, quand je prenais tout à l'heure l'exemple des femmes de ménage, hein, c'est qu'elles aient d'abord, bien sûr, des salaires corrects, etc., mais que leur travail ne leur empêche pas une vie sociale. C'est ça qui est fondamental. Parce que vous avez des gens, et même qu'il faut des gens qui gagnent énormément d'argent, et qui ont des vies sociales dramatiques, et c'est dramatique. Donc je dis, c'est ça qui est important. Et puis après, eh bien, il y aura toujours des différences. Mais ce qui est important, c'est que chacun trouve sa place. C'est pour ça qu'aux étudiants, quand ils me demandent est-ce que je peux discuter de mon projet professionnel, je dis non. C'est le projet de vie que vous devez réfléchir. Alors vous êtes libre de m'en parler ou pas, ça c'est autre chose. Mais ayez un projet de vie. Et pour moi, l'intérêt de l'urbanisme de la ville, c'est que ça permet de discuter sur des projets de vie et pas que sur du logement, sur des équipements, sur de l'espace public, qui sont souvent les questions que les gens qui ont tout vous posent. Mais ce n'est pas ça la ville. La ville, c'est bien autre chose. Il faut avoir aussi des convictions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faut pas entendre, mais on doit avoir des convictions. Et je pense que si on n'a pas eu des convictions, on n'a jamais fait le métro. Le métro, c'était un tel succès qu'on est obligé de doubler la partie centrale, comme vous dites, parce qu'il marche trop bien. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi l'orgueil et l'humilité de l'homme politique. À la fois être humble et orgueilleux. C'est ce mélange-là qui permet, je crois, de faire des choses, mais on peut se tromper. Il faut l'accepter aussi. Et le rôle aussi du politique, c'est d'être confiant dans l'avenir. Ah, bien sûr. Alors ça, je ne comprends pas. Bon, il se trouve qu'on est l'un des pays, vous savez, dans les sondages qui sont faits au niveau du monde, il y a 3 pays qui sont pessimistes, c'est l'Afghanistan, l'Irak et la France. C'est quand même un peu impressionnant, quoi. Et donc, il faut au contraire être extrêmement positif, pas bêtement positif, mais je dirais que si on n'aime pas les hommes, j'aime bien la phrase de Montaigne, être à hauteur d'homme. Si on n'est pas à hauteur d'homme, tout ce qu'on peut savoir, c'est du baratin.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toutes les connaissances qu'on peut avoir, je peux les mettre à hauteur d'homme. C'est pour ça que j'aime beaucoup Montaigne, c'est que Montaigne, ces phrases, bien sûr, il faut les remettre en français, c'est pas toujours facile, mais cette phrase, être à hauteur d'homme, et puis c'est quelqu'un qui a douté. Et donc, quand il a su transformer sa mélancolie, parce que quand on vieillit, on devient un peu mélancolique, finalement, parce qu'on dit, tout ce qu'on a fait, en quelque chose de positif. Et c'est ça qui est fondamental. Et arrêtez de dire aussi, de mon temps, c'était mieux. Sous Sénèque, on disait ça. De mon temps, c'est Lucien Gerfagnon, un grand historien, qui vient de décéder à 95 ans, qui disait, déjà, sous Sénèque, on disait, de mon temps, c'était mieux. Il faut arrêter de dire tout ça. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes boivent moins que dans les années 70. Quand vous expliquez ça, on dit, c'est pas vrai. Mais si, toutes les enquêtes sociologiques le démontrent. Donc, il faut être optimiste, il faut croire en l'homme, hein, sinon... Je dis souvent aux étudiants dans l'urbanisme, si vous ne croyez pas en l'homme, il n'y a qu'à être banquier, mais arrêtez de faire de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est l'homme au centre de tout. Et je terminerai par la phrase de Saint-Augustin qui dit « La ville, c'est des pierres et des hommes ». Donc les pierres, c'est de la technique, c'est des matériaux, c'est des choses, mais c'est les hommes. Et si on n'aime pas les hommes, il ne faut pas faire de politique. Merci Jean-Yves Chappuis.